Retrouvez Le Point en collaboration avec le magazine Afrique Expansion. Promouvoir et vulgariser l'entrepreneuriat, valoriser les entrepreneurs qui dynamisent l'économie, améliorer le cadre et le climat des affaires, telles seraient les clés d'une éradication totale du chômage, notamment parmi les plus jeunes. La Côte d'Ivoire, autrefois Eldorado de l'Afrique de l'Ouest, ne fait plus figure d'exception. Malgré un taux de croissance porteur de nombreux espoirs, près de 65% des moins de 35 ans sont frappés par un chômage ou une précarité structurelle. C'est ainsi que la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI, encourage l'émergence de champions nationaux. À la tête de cette organisation patronale ivoirienne depuis 2006, Jean Kakou Diagou, entrepreneur, fondateur du groupe de banque assurance panafricaine NSIA et président de la Fédération des organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest, la FOPAO depuis 2010, Jean Kakou Diagou donc s'emploie à impulser une dynamique entrepreneuriale en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous êtes prêt à faire le point? Je vais essayer. Quelle est la situation du patronat ivoirien aujourd'hui? Le climat des affaires en Côte d'Ivoire, à quoi ressemble-t-il? Alors, le patronat ivoirien, nous l'avons pris il y a maintenant presque 9 ans. Ce patronat s'appelait le Conseil du patronat ivoirien, CNPI, qui lui-même a été fondé sur les cendres de l'UPACI, l'Union patronale du Côte d'Ivoire. Il ressemblait plutôt à un club, on dirait club de grandes entreprises. Certains diraient un club de riches. J'ai voulu que ce patronat soit un peu plus démocratique, en faisant rentrer à l'intérieur les entreprises. Au lieu d'être membre par le canal de groupement, parce que le CNPI, c'était un groupement, une fédération de groupements d'entreprises de tous les secteurs, banquiers, assureurs, exportateurs et tout ça. J'ai voulu qu'on aille au-delà, que les entreprises puissent adhérer directement, un peu comme la Confédération générale des entreprises du Maroc, et puis aussi celle de Tunisie. Et c'est ce que nous avons fait dès 2007, et nous avons transformé ce patronat, qui petit à petit s'est fait connaître, et aujourd'hui s'est imposé dans le paysage ivoirien comme l'interlocuteur, le porte-parole du secteur privé ivoirien. Et en cela, il est devenu presque une petite entreprise, parce que maintenant, aujourd'hui, elle a près de 50 employés. Et cela nous permet d'avoir des expertises pour travailler sur un certain nombre de sujets. Et parce que nous avons voulu que ce patronat soit pas seulement une entreprise de défense des intérêts des entreprises et du secteur privé, mais en même temps une espèce d'organisme qui est proactif, qui donne des solutions, sa solution au gouvernement, aux syndicats, enfin nos partenaires, et pour faire avancer l'économie ivoirienne et faire grandir le secteur privé ivoirien. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le patronat ivoirien est considéré par le gouvernement comme l'interlocuteur incontournable. Absolument, vous avez réussi maintenant à avoir un dialogue direct, j'ai envie de dire, avec les autorités ivoiriennes. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une entreprise, même moyenne, même petite, peut aujourd'hui bénéficier des atouts et des avantages de ce patronat? Absolument, toute entreprise peut adhérer. Les cotisations sont faites de sorte que même les plus petites puissent adhérer. Dans le conseil d'administration, il y a des chefs d'entreprise de toutes les tailles d'entreprise. Cela nous permet d'être plus proactifs et de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, avancer des solutions au gouvernement surtout, et
aider le gouvernement d'abord à comprendre le secteur privé et en tant que tel, aider le gouvernement à comprendre les besoins des entreprises pour leur permettre de se développer, aider le gouvernement à faire des solutions, à avoir des solutions, des réformes qui puissent permettre à l'environnement des affaires de s'améliorer. Avant de nous intéresser aux investisseurs étrangers, j'aimerais qu'on reste un petit peu sur les acteurs locaux. Quels sont selon vous les secteurs porteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans lesquels investir si jamais je suis ivoirienne de la diaspora, établie à l'étranger et que je veux investir dans mon pays? Quels sont les secteurs dans lesquels vous me conseilleriez d'investir? Bon, ça dépend de votre spécialité parce que chacun sent les affaires, chacun à sa manière et chacun est attiré par tel ou tel secteur parce que il a eu une petite expérience dans ce domaine ou bien tout simplement parce qu'il a l'amour de ce domaine. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est en cela que quand vous disiez tout à l'heure qu'on était interlocuteur direct, effectivement, on a un contact direct, soit avec le Premier ministre, soit avec le ministre des Finances, soit avec le ministre chargé du secteur privé, soit même parfois avec le président de la République, pour faire avancer les choses. Et de sorte que même les petites entreprises, je dirais, sont au cœur du souci même permanent de la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nous voulons élargir le secteur privé ivoirien. Nous voulons que le secteur privé ivoirien national prenne une part de plus en plus grande dans le développement du secteur privé, le développement des entreprises en Côte d'Ivoire. C'est ainsi d'ailleurs que nous avons mis en place un événement annuel qu'on a appelé CGCI Academy. CGCI Academy, c'est l'événement par lequel nous essayons de susciter des vocations d'entrepreneurs. Vous savez que dans les pays francophones, contrairement aux pays anglophones, les entrepreneurs ne courent pas les rues. Parce que la formation que nous avons reçue ne porte pas vers l'entrepreneuriat. Et nous sommes donnés comme devoir de faire en sorte de promouvoir des entrepreneurs locaux. Et chaque année, donc, nous faisons des concours au cours de ce forum où nous primons au moins 20 à 30 jeunes entreprises et que nous accompagnons ensuite. Nous ne faisons pas que primer, donner un prix et puis qu'on la laisse disparaître. Non. Quand nous voyons que le projet est intéressant, il y a des chefs d'entreprise, des directeurs généraux d'une entreprise multinationale ou autre qui sont à la retraite ou même qui continuent de travailler, qui ont accepté d'être sponsors, mentors de ces entreprises. Et pour les amener à ce que leurs entreprises vraiment réussissent, deviennent petit à petit de grandes entreprises. Alors pendant 1 an ou 2, ces mentors-là les encadrent, les aident à avoir des projets bancables, des projets qui tiennent la route, et des business plans qui tiennent la route, de sorte que ces entreprises puissent prospérer. Et je venais de lancer dernièrement, avant de partir, le mois dernier, l'accélérateur des jeunes entreprises. Justement, voilà, ça consiste justement à trouver des mentors pour accompagner ces entreprises, pour accélérer leur développement. C'est ce que nous avons appelé l'accélérateur. On les forme au management, on les forme au marketing, et tout en sachant que chacun a son métier. Bien sûr. C'est un tronc commun, une base que vous offrez. Voilà. Et donc, nous aidons. Les critères, quels sont les critères pour pouvoir profiter de cet accélérateur? Mais chaque année, il y a ce concours-là. Parfois, il y a jusqu'à 1000, 2000, 3000 dossiers qui arrivent. Et nous prenons un cabinet qui épluche tous ces dossiers et on retient d'abord près de 200. Ensuite, ils sont sélectionnés par un jury et de ces jurys sort une trentaine de dossiers vraiment
des projets considérés comme les meilleurs. Et ces projets sont primés du 1er jusqu'au 30e. Et ensuite, nous avons donc une commission avec des anciens directeurs généraux, comme je vous ai dit tout à l'heure, même des directeurs généraux toujours en activité. Voilà, qui les accompagnent. Voilà. Parce que pour nous, la Côte d'Ivoire manque trop d'entrepreneurs. La Côte d'Ivoire s'est reposée beaucoup sur les entreprises extérieures. Et nous avons vu que ces dernières années, il y a des jeunes qui ont des projets intéressants, qui souvent ils n'ont pas de financement ou bien qui ne savent pas comment s'adresser aux banques, comment s'adresser ou même à des investisseurs autres pour faire prospérer leurs affaires. Nous essayons de faire de cela. Parce que nous avons un souci permanent que nous avons fait partager, nous essayons de faire partager au pouvoir public, qui l'ont adopté, c'est de mettre en place un cadre d'émergence de champions nationaux, ce que nous avons appelé les champions nationaux. Et en cela, nous sommes en train de travailler dessus avec le gouvernement pour que les entreprises nationales, chacun dans son secteur, ceux qui ont le potentiel d'être demain de grandes entreprises puissent prospérer et ne pas disparaître parce que le cadre n'est pas propice ou bien parce qu'on leur a mis des bâtons dans les roues, ou, voilà, des obstacles artificiels qui empêchent parfois et qui découragent parfois des bonnes volontés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aussi est très ouverte. On vous a vu à Londres, au Royaume-Uni, il y a quelques années de cela, en 2014, je crois. Vous êtes venu présenter la Côte d'Ivoire avec une délégation ivoirienne donc menée par le ministre Kamlandanka, exactement, le Premier ministre. Je vois donc qu'il y a une stratégie d'ouverture aux investisseurs étrangers. Pourquoi cela? Et à votre avis, donc, comment présenter la Côte d'Ivoire à l'extérieur, en fait, pour montrer le dynamisme de ce pays-là? La Côte d'Ivoire a un plan de développement qui a été fait en collaboration avec le secteur privé et qui est ambitieux. Ce plan de développement vise à faire en sorte que la Côte d'Ivoire, en l'an 2020, soit devenue un pays émergent. Autrement dit, un pays plus ou moins industrialisé qui est capable de créer de la valeur. Alors, pour cela, la Côte d'Ivoire a besoin d'investissements massifs qu'on ne trouve pas toujours sur place. Bien sûr, nous souhaitons que justement le deuxième plan qui va être mis en place à partir de 2016 implique un peu plus les Ivoiriens, les entreprises ivoiriennes. Mais en même temps, il faut être réaliste. Il y a des investissements lourds, importants, que les entreprises ivoiriennes ne pourront pas faire face toutes seules. Alors, on a besoin d'expertise étrangère, on a besoin d'investissements étrangers. Et c'est en cela que le gouvernement va rechercher des investisseurs étrangers. Et nous les accompagnons parce que nous estimons que c'est normal de rechercher des expertises étrangères et pour venir développer le pays. Parce que l'investisseur étranger, quand il développe le pays, il crée des emplois, il crée de la valeur ajoutée et cela profite au pays. Il paye des impôts, cela profite au pays. Donc dans tous les cas, ça développe le pays. Mais justement, est-ce qu'on en profite aussi pour imposer un transfert de compétences, un transfert de connaissances? C'est en cela que nous sommes en train de travailler dans le cadre de nouveaux plans et dans le cadre justement du concept de champions nationaux. Monsieur Diago, vous êtes également le président du patronat ouest-africain. Alors dans ce patronat, dans ce paysage ouest-africain, est-ce qu'il y a selon vous un pays qui sort un peu du lot et qui sert de locomotive? C'est en cela que cette fédération est intéressante. Parce que c'est une fédération qui permet l'échange d'expériences entre les différents pays. Ce qui est fait de bien au Sénégal peut être copié en Côte d'Ivoire, peut être copié au Togo. Ce qui est fait de bien au Bénin peut servir d'exemple au Mali, et au Ghana, au Nigeria. Alors, nous avons constaté que dans nos échanges, que justement, le concept de champions nationaux est un concept qui, sans dire son nom,
qui était implémenté au Nigeria, qui a produit de grands champions nationaux. Et c'est pour cela que nous avons commencé à réfléchir à ce concept en Côte d'Ivoire. Et si nous réussissons à le conceptualiser, parce qu'il faut aussi le conceptualiser. Nous réussissons à le conceptualiser, nous allons, en 2 mots, le vendre aux autres fédérations, aux autres pays, pour que chacun puisse l'adapter à son contexte. Parce que dans cette fédération FOPAO, Fédération ouest-africaine des patronats ouest-africains, nous avons entrepris aussi de nous rapprocher, faire en sorte qu'on uniformise un peu les démarches de chaque des différentes organisations patronales dans leur contact avec les gouvernements, afin que ces entreprises et ces fédérations soient performantes et puissent amener les gouvernements à faire en sorte que l'environnement des affaires s'améliore, je dirais d'une manière plus ou moins harmonisée. On a certes l'UEMOA qui est en train de travailler dans ce domaine et auquel nous participons. Il y a la CEDEAO que nous avons poussé à participer. Vous voyez de plus en plus que dans nos pays, on parle de doing business. C'est des concepts que nos pays ne regardaient pas avant. Ce sont les secteurs, les organisations patronales qui ont poussé à cela. Et aujourd'hui, tous les pays parlent du classement doing business. Tous les pays parlent de plan de développement. Et tout cela est très important pour une entreprise. Si vous n'avez pas une vision un peu à moyen et à long terme de l'environnement du pays où vous êtes mal à l'aise et votre développement est un peu biaisé. Et c'est pour ça que nous tenons à ce que chaque pays s'inscrive dans cette voie pour que le développement soit vraiment un développement qui entraîne le bien-être de la population. En plus de ce que je dis là, nous voulons un développement. Dans tous les pays ouest-africains, nous avons axé notre combat pour un développement inclusif, où la population et les nationaux participent à ce développement et en tirent les fruits. Et non, comme on a vu dans le passé, des grandes multinationales venir faire un grand coup et puis partir, et en laissant derrière eux rien. Et aujourd'hui, nous prônons le partenariat. Le partenariat, à l'instar de ce qui a été fait dans le passé en Corée, même en Chine, et tout dernièrement en Turquie, qui a permis à la Turquie, en l'espace d'une décennie, d'émerger. Nous sommes en train de pousser nos gouvernements à rentrer dans cette voie. Et vous voyez ici, aujourd'hui, on dit que l'Afrique de l'Ouest progresse de 6 à 7% chaque année. Ce n'est pas aussi par hasard. Alors justement, donc le secteur privé, à travers tous ces exemples, vous nous expliquez comment le secteur privé finalement pousse les gouvernements, pousse les dirigeants à s'impliquer peut-être un peu plus et à créer un environnement propice aux affaires. Je vais vous donner un simple exemple. Celui de la Côte d'Ivoire. Il y a 5-6 ans, le patronat ivoirien a décidé, puisque le gouvernement ivoirien de l'époque, pour nous, n'était pas assez prospectiviste, ne faisait pas de plan de développement, n'avait pas de vision de développement du pays. Le gouvernement et le patronat ivoirien a pris celui de faire et de financer un plan de développement à 30 ans que nous avons appelé Côte d'Ivoire 2040, le défi du meilleur. Et nous avons fait un plan de développement qui nous a coûté 1 milliard. Nous l'avons fait avec tous les patrons et même avec une partie de l'administration. Nous l'avons finalisé et en 2012, je l'ai présenté au président de la République et ensuite au Premier ministre qui s'en sont appropriés. Et aujourd'hui, je peux dire que vraiment,
nous travaillons main dans la main pour le nouveau plan de développement qui parle de 2016 à 2020, qui est imprégné de notre vision à long terme, qui a été, mais qui est aussi la vision du président de la République. Et je crois que cela est très important qu'il y ait une symbiose entre la vision des politiques et la vision du secteur privé, parce qu'après tout, nous cherchons tous à développer notre pays. Si vous aviez un conseil peut-être à donner à un dirigeant d'entreprise qui envisage l'expansion panafricaine de son entreprise, quel serait-il un conseil en Afrique de l'Ouest? Quand on veut s'étendre en sortie de ces frontières, la première chose, c'est de nous appliquer à nous-mêmes ce que nous conseillons aux investisseurs étrangers occidentaux, c'est-à-dire de s'allier avec des investisseurs locaux. Parce qu'on ne connaît pas mieux son environnement que les gens qui y vivent. Et donc quand on va dans un pays, c'est d'ailleurs le concept du groupe NCA, quand nous allons dans un pays, nous recherchons d'abord des investisseurs locaux à qui nous cédons une partie du capital pour pouvoir avoir quelque chose, une symbiose et faire en sorte, c'est ce qui a permis au groupe de se développer assez rapidement. Le groupe NCA dont je rappelle, voilà. Vous êtes le fondateur finalement de l'assurance. Oui, et donc quand nous arrivons dans un pays, nous devenons une entreprise de ce pays. Parce qu'il y a des actionnaires locaux, les dirigeants sont des dirigeants locaux, hein, bien sûr formés au concept et au groupe du groupe, mais qui sont des dirigeants locaux avec les mentalités, le contexte local. Et cela est très important. Si je le dis pour les étrangers, moi-même je me l'applique. Et justement, par rapport à cela, M. Diago, ce qui est intéressant, c'est dans l'expansion, c'est les frontières. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter cela? Parce que c'est une barrière pour certains entrepreneurs aujourd'hui. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Chaque pays a ses spécificités et ses mentalités. Et il faut savoir être humble pour apprendre dans chaque pays. Mais en même temps, il y a toujours aussi parfois des relents de nationalisme. C'est aussi compréhensible. Il faut savoir composer avec. L'Afrique de l'Ouest a cela d'intéressant que de plus en plus l'intégration devient une réalité. Pas dans tous les secteurs malheureusement, mais dans beaucoup de secteurs, la libre circulation permet à une entreprise installée au Sénégal de vendre ses produits dans toute l'Afrique de l'Ouest pratiquement. Même si dans la réalité il y a encore quelques obstacles, mais ce ne sont pas des obstacles dus aux politiques. Ce sont des obstacles dus en général aux administrations. Mais ça avance. C'est ce qui est intéressant. Ça avance, chacun voit que ce n'est pas la peine de s'enfermer, ce n'est pas la peine de vouloir être roi tout seul dans son coin, et que c'est en s'ouvrant qu'on se perfectionne. Et en cela, l'Afrique de l'Ouest est en train de faire des progrès dans ce domaine. La FOPAO aide aussi à cela, la compréhension entre les entreprises des différents pays, qui permet de se connaître, parfois de travailler ensemble, de chercher des investisseurs locaux ensemble. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Jean Kakou Diago, puisque nous sommes ensemble, je voudrais en profiter pour que nous fassions une séquence que maintenant on connaît bien, qui est la séquence pointillée. Si je vous dis Afrique, quel est le point fort? Le point fort qui est en même temps le point faible, alors je vais répondre donc aux deux. Le point fort, c'est d'abord sa jeunesse. Si les développeurs de l'Afrique, pas des économistes, des politiques, des hommes d'affaires, savent donner du travail à cette jeunesse, motiver cette jeunesse,
à travailler au lieu de faire la guerre, l'Afrique sera un continent, je dirais, du développement du monde dans ce siècle. Mais si nous ne savons pas le faire, c'est une bombe à retardement. D'ailleurs, on voit un petit exemple aujourd'hui. Tous ces jeunes qui traversent la Méditerranée pour essayer d'aller en Europe. Parce que, pour l'instant, il n'y a pas assez d'emplois. Il n'y a pas de quoi faire rêver les Africains et les jeunes Africains chez eux. Nous avons besoin de leur donner du rêve. Un autre point fort de l'Afrique sont ses ressources naturelles. Aucun pays, aucun continent n'a autant de ressources que le continent africain. Et ces ressources sont à peine entamées. Nous avons les moyens, nous pouvons faire en sorte que ces ressources soient développées, mais bien développées, pour le développement de la population. Aussi, je vous dis Afrique, quel est votre point d'interrogation? Mon point d'interrogation, est-ce que nous saurons saisir ces opportunités de développement? Est-ce que nos gouvernants, parce qu'après tout, on ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas un environnement créé par les gouvernements pour ce développement. Est-ce que nos gouvernants pourront créer, effectivement, améliorer de plus en plus cet environnement dont ont besoin les entreprises pour développer l'Afrique? C'est mon grand point d'interrogation. Si je vous dis Afrique, quel est votre point d'exclamation? Je dirais plus de nos administrations. On a l'impression, nous les hommes d'affaires, que les administrations vivent dans une autre planète. Que les administrations regardent les entreprises comme des prédateurs. Alors que ce n'est pas ça, au contraire. Ils sont surpris, parfois, les gens de l'administration, de voir que une association patronale réfléchisse au développement du pays. Ils sont surpris. Pour nous, c'est naturel. Parce que sans développement, il n'y a pas de développement de l'entreprise. Sans développement général, il n'y a pas de développement. Donc nous sommes soucieux de l'éducation, de la santé, de tout. Ce qu'ils ne comprennent pas. Il faut que les entreprises et les gouvernements soient moins à court terme et beaucoup plus à long terme. Quels sont vos points de suspension? Point de suspension, bon, c'est qu'à la fois, je constate une amélioration de la vision de nos gouvernements par rapport au développement du secteur privé. En même temps, j'estime qu'ils ne vont pas assez vite. Ils ne vont pas assez vite dans cette compréhension pour s'approprier ce développement du secteur privé qui fait le développement du gouvernement. Plus le secteur privé est développé, plus l'administration a les moyens du développement. Ça, ce n'est pas encore bien intégré. Quand vous pensez à l'Afrique, quel est votre rêve? Mon rêve serait de voir une Afrique d'abord de plus en plus intégrée. Même si ce n'est pas intégrée, où on peut aller facilement de Lagos à Dakar sans formalité, où un Sénégalais peut s'installer à Cotonou, créer une entreprise sans autre forme de poussin, qu'un Béninois peut faire la même chose au Mali ou en Côte d'Ivoire, qu'un Ivoirien peut faire exactement la même chose à Lagos ou à Niamey.
sans formalité. Mon rêve serait d'avoir une Afrique de l'Ouest qui devient de plus en plus un seul pays. Plus nous devenons un seul pays, plus nous avons une dimension de pays qu'on peut plus facilement développer. Parce que quand vous créez une entreprise pour la Côte d'Ivoire seule, le niveau de la population consommatrice de vos produits n'est pas suffisant pour amortir rapidement vos frais et vous permettre de faire des économies d'échelle. Donc plus on est intégré, plus on a un marché vaste, plus comme les États-Unis, comme l'Europe, on peut plus facilement développer l'Afrique. Et nous avons les moyens de le faire. Quel est votre point final? Je pense que le développement n'a pas de point final. Le Point, en collaboration avec le magazine Afrique Expansion,